Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En ce 80e anniversaire du débarquement, l'héritage de la résistance française suscite débats et réflexions toujours, tandis que certains soulignent son rôle crucial dans la libération de la France occupée, d'autres questionnent son impact réel et le succès de l'opération Overlord, alors avec ou sans la résistance, on verra. Entre hommage et analyse historique, cet anniversaire va nous offrir une occasion précieuse de revisiter le passé comme d'habitude et d'évaluer le véritable poids de la résistance dans la victoire alliée finale. J'ai donc demandé à un de nos éminents spécialistes, Fabrice Grenard, historien spécialiste de la résistance, directeur du département recherche et pédagogie de la Fondation de la Résistance, de m'aider dans cette tâche. Bonjour Fabrice. Bonjour. C'est vous qui allez œuvrer aujourd'hui, c'est votre domaine. La résistance, c'est vraiment votre sujet. Oui, effectivement. Alors, d'abord, par rapport à l'endroit où je travaille, je suis effectivement responsable du département recherche et pédagogie à la Fondation de la Résistance, une fondation qui a été créée en 1993 par d'anciens résistants d'ailleurs, mais aussi un collectif en fait d'anciens résistants, d'historiens et de hauts fonctionnaires. Et cette fondation, elle a 3 missions. Continuer à développer des actions scientifiques autour de la résistance, développer des actions pédagogiques, notamment on travaille beaucoup sur le concours national de la résistance et de la déportation avec le ministère de l'Éducation nationale, et participer à des actions mémorielles et commémoratives. Voilà. Donc ça veut dire que c'est mon poste. Et mes activités de chercheur, voilà, je fais aussi de la recherche depuis de nombreuses années. J'avais d'abord plutôt commencé à travailler sur la société française sous l'occupation, pour petit à petit en venir à me spécialiser sur la résistance. Ça veut dire qu'on ne sait pas tout, en fait, encore, sur la résistance. C'est-à-dire qu'il y en a qui se disent résistants, mais il y a des résistants de la dernière heure, voire de la dernière minute, mais qui disent qu'ils ont été résistants depuis le début. Il y a beaucoup. La résistance, l'histoire de la résistance, je dirais d'ailleurs plus globalement l'histoire de la période de l'occupation, fait partie de ces grands moments de l'histoire de France contemporaine qui effectivement suscitent toujours un certain nombre de polémiques, de débats. D'ailleurs, on le voit dans l'actualité, souvent ça revient un petit peu. Et alors, on ne sait pas tout sur la résistance, évidemment. Les jalons sont posés. Il y a eu des milliers de publications sur le sujet. Maintenant, on est à une période quand même assez déterminante sur le plan de la recherche, parce qu'aujourd'hui, toutes les archives sont ouvertes. Ah oui. Depuis les archives russes, allemandes, etc. Surtout les archives en France. Ah, d'accord. Les archives en France, c'est depuis 2015, un décret du président François Hollande, le président Hollande avait été saisi par les historiens qui lui avaient demandé, mais voilà, on est plus de 70 ans après la fin de la guerre, il serait temps d'ouvrir l'ensemble des archives. Et de fait, aujourd'hui, tout est accessible, y compris les fonds, je dirais, les plus sensibles, les affaires judiciaires, vous voyez, les archives de l'épuration, les archives policières. Voilà. Un chercheur aujourd'hui, qu'il soit confirmé ou non confirmé, s'il est en master ou en début de thèse, peut avoir accès à toutes les archives, ce qui n'était pas le cas des chercheurs des générations précédentes. Ça, c'est excessivement important. C'est très important, et je dirais que justement, ça permet aujourd'hui de ne plus avoir de doute normalement. À partir du moment où toutes les archives sont accessibles, on ne peut plus continuer à dire « Ah, on nous cache des choses » ou voilà. Et les mensonges aussi, on peut les débusquer, je dirais. D'accord. Alors la résistance, avec un grand R, ça veut tout dire et rien dire. Il y a énormément de façons de résister à cette époque-là. Je me souviens d'un prof qui nous avait parlé à l'époque de même certaines femmes résistaient à leur façon, c'est-à-dire que comme elles ne pouvaient pas avoir de collants, enfin de bas, on appelait ça des bas à l'époque, elles faisaient un trait sur leurs jambes à l'arrière pour montrer que quand même, malgré tout, elles restaient des femmes coquettes, des parisiennes, et qu'elles résistaient à ça. C'est très large en fait. Vous savez, il y a cette formule de Jean-Paul Sartre qui disait « On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation ». Formule paradoxale, puisque c'est une période de répression, d'humiliation, d'occupation étrangère. Que voulait dire Sartre ? En fait, on n'a jamais été aussi libre de choisir les comportements que l'on pouvait avoir. Et dans ce contexte d'occupation allemande, le fait de vivre au quotidien, il faut bien se rendre compte de ce que ça représente, l'occupation allemande dans une ville comme Paris. Vous croisez les Allemands tous les jours. Oui, bien sûr. Quand vous allez faire vos courses chez le boulanger, chez le fromager, chez l'épicier, vous faites la queue avec des Allemands. Quand vous prenez le métro, il y a des Allemands partout. Du coup, ce contact avec les Allemands fait que le moindre petit geste
prend une signification. Vous voyez, si un Allemand vous pose une question, le fait de lui répondre ou de ne pas lui répondre, déjà, ça vous place presque dans un camp. Le fait de détourner le regard lorsque les Allemands passent à côté de vous, là aussi, ça donne une signification. D'ailleurs, les Allemands avaient surnommé Paris la ville sans regard, dans leur rapport, parce qu'ils voyaient bien que, bien sûr, il y a toujours eu une petite minorité de gens qui ont accepté la collaboration, de s'afficher avec les Allemands, mais la majorité des Parisiens, lorsqu'ils croisaient les Allemands, ils détournaient les yeux. Évidemment qu'on ne risque pas sa vie en faisant ça. Mais ces petits gestes du quotidien, c'est pas la lutte armée, c'est pas la résistance organisée, ça n'a rien à voir avec ça. Et symboliquement, ils sont très importants parce qu'ils permettent de faire comprendre aux Allemands qu'ils ne sont pas les bienvenus, en fait. Oui, je comprends. Et que cette collaboration correcte dont ils avaient rêvé, ils ne peuvent pas la mettre en place. Ça me fait penser à, pendant la guerre de 100 ans, dans la région de l'ouest de la France, que je connais bien, les Deux-Sèvres, toutes ces régions-là, en Aquitaine, les portes sont très basses pour obliger les Anglais, quand ils rentraient, à se baisser, à se courber, comme si, pour dire bonjour. On est là, exactement ça. Mais, c'est très fort. Le nombre d'anecdotes sur le sujet, faire des jeux de mots autour du mot Gaulle, par exemple. Le Gaulle, c'est la canne à pêche aussi, sous l'occupation. Oui. Donc voilà, des gens qui ont fait des jeux de mots avec le mot Gaulle, de Gaulle, bien sûr. Évidemment. On arbore, à l'occasion de certaines dates, 14 juillet, 1er mai, 11 novembre, on va porter des habits tricolores, des habits bleu, blanc, rouge, pour défier l'occupant qui souvent interdit de commémorer la fête nationale ou l'armistice. Il est resté des choses de cette époque-là, notamment des expressions. Je vais me faire appeler Arthur. Exactement. Art-Our, c'est-à-dire 8 heures, c'était l'heure du couvre-feu. Ouais. Et effectivement, il fallait être rentré normalement chez soi avant 8 heures. Alors, qu'est-ce que c'est la résistance ? Comment elle commence ? Est-ce qu'elle commence vraiment au moment de l'appel du 18 juin, que peu de gens ont entendu en réalité ? Est-ce qu'elle commence avant, très tôt ? Comment vous la commencez ? Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la résistance, au moment de la défaite, en France, elle n'existe pas. Elle n'existe pas comme ça d'un claquement de doigts. C'est quelque chose qu'il va falloir inventer. Et ça, c'est vraiment une spécificité française. Parce que si vous comparez avec d'autres situations dans l'Europe occupée, la Pologne, par exemple. Oui. La Pologne, avant même la défaite de l'armée régulière polonaise, vous avez un État clandestin qui se forme à Varsovie. C'est-à-dire que tout de suite, on pense l'après. On pense l'après-défaite. Pourquoi ? Parce que l'armée polonaise savait bien qu'à un moment donné, elle serait vaincue par l'armée allemande, qui était plus forte, mieux équipée, mieux armée. Voilà. Donc en Pologne, la résistance, elle est pensée avant même la capitulation du pays. Et du coup, on met en place des structures clandestines, notamment des structures militaires, des structures politiques, dès les tout premiers jours de l'occupation. En France, c'est totalement différent parce que la défaite, elle n'a pas été pensée. La France se considère... La guerre non plus, si je puis me permettre. Mais la guerre non plus, mais ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est autre chose. Je voulais faire un bon mot. Voilà. Mais dans tous les cas, à partir du moment où le pays est en guerre, la France se considère comme l'une des grandes puissances mondiales du moment. Oui. Et objectivement, elle l'est, avec son empire colonial, l'Alliance britannique. Voilà. Et vous avez ce fameux slogan, évidemment, qui fera très mal ensuite. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, le slogan de la drôle de guerre, du gouvernement d'Allier, Paul Reynaud. Mais les Français y croient. Oui, objectivement, la France a un empire colonial, a une armée qui a tenu à Verdun en 1916. Il n'y a pas de raison que cette fois-ci, les choses tournent mal. Et pourtant, elles vont tourner très mal et très vite. Mais du coup, voilà, c'est très important à penser. La résistance, il faut l'inventer. Et toutes les structures qui, au moment de la défaite, auraient pu incarner une résistance. Ce qui va se passer en Pologne, par exemple. Qu'est-ce qui, en Pologne, incarne la résistance au cours des premiers mois de l'occupation ? C'est des structures traditionnelles qui existaient, bien sûr, avant la guerre, c'est-à-dire des partis politiques et des syndicats. Au moment de la défaite, au début de l'occupation, au moment de la mise en place du régime de Vichy, les partis politiques, attachés à la République, par exemple, les syndicats, attachés à un modèle social que remet en cause le régime de Vichy, auraient pu tout de suite incarner une forme de résistance. Ce qu'ils ne font pas, pour deux raisons. D'abord parce que ces partis et ces syndicats volent en éclats au moment
de la défaite. Et puis, tout simplement parce que bien souvent, un certain nombre de personnalités de ces institutions traditionnelles se rallient au régime de Vichy, y compris à gauche. Vous avez des grandes figures de gauche, Paul Faure, le socialiste, par exemple, se rallie au régime de Vichy. Donc tout ça paralyse, si vous voulez, les institutions traditionnelles qui auraient pu incarner immédiatement la résistance. Il n'y a qu'une organisation qui bascule tout de suite dans la clandestinité, mais ça n'a rien à voir en fait avec la défaite. C'est le Parti communiste qui devient clandestin en septembre 1939 parce que la Troisième République l'a interdit. Ce qui est paradoxal puisque l'URSS est plutôt aux côtés de... Tout à fait. Et ce qui explique Hitler. que le Parti communiste, pendant un an, de l'été 1940 à juin 1941, sera dans la clandestinité, mais sur une ligne tout à fait spécifique qui l'empêche en fait de discuter avec les autres organisations qui commencent à incarner la résistance. Cette ligne, c'est on attaque le régime de Vichy, qui est un régime autoritaire, antisocial, le régime des trusts, mais on n'attaque pas ou très peu l'occupant du fait de la situation du pacte germano-soviétique. D'accord, du coup, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est ça. Ça devient ça après. Okay. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, il y a un homme. Il y a un homme qui est parti à Londres, le général de Gaulle, qui, le 18 juin, lance son appel à refuser l'armistice, son appel à résister, avant même que l'armistice soit signé. L'armistice ne sera signé que le 22 juin, l'armistice avec l'Allemagne. Et de Gaulle a l'idée d'incarner une France qui va continuer le combat aux côtés des Alliés. Et effectivement, ensuite, on va faire de la mythologie gaullienne l'appel le point de départ, l'appel du 18 juin comme le point de départ de la résistance. Sauf qu'il faut bien se rendre compte de deux choses. C'est que d'abord, le général de Gaulle, il pèse très peu. Oui. En juin 1940, il a été un éphémère secrétaire d'État au ministère de la Défense dans le gouvernement Reynaud. C'est quelqu'un qui n'a jamais été élu. C'est un militaire, mais qui... donc sa légitimité est très faible. Et il pèse rien du tout par rapport à une figure comme le maréchal Pétain, bien sûr, aux yeux de l'opinion publique. Ça, c'est la première chose. Voilà. D'ailleurs, Churchill lui-même hésitera quelques jours avant de le reconnaître comme le chef de la France libre. Il faudra attendre le 28 juin. Et Churchill expliquera dans ses mémoires qu'en fait, il aurait aimé peut-être quelqu'un d'autre, un poids politique plus fort. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'appel du 18 juin, les Français ne l'entendent pas. C'est ça. On est en plein exode, en plein chaos. On n'écoute pas à ce moment-là Radio Londres, si vous voulez. Donc ils sont très peu, les Français, à l'avoir entendu.